Bonjour à tous, donc, bienvenue sur ce webinaire GeoMedia consacré donc, à GeoGex FR, logiciel spécial géomètre. Ici, on va vous présenter en fait aussi les nouveautés de la version 2. La version 2 de GeoGex va sortir. Alors, je me présente Alain Bornet, moi je suis le responsable commercial de GeoMedia et pour cette présentation, je serai accompagné donc de Catherine Ridet, ingénieure avant-vente spécialiste, on va dire, du monde des géomètres. Bonjour à tous. Euh, Juste, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions. Vous avez un petit bouton QR, en fait, pour pouvoir poser des questions et puis on y répondra à la fin. On va couper la vidéo et on va pouvoir attaquer la présentation des GeoGex version 2. Quelques mots avant la présentation. Quelques mots donc, sur la fusion de nos groupes Géodésial Sogelink. Alors, fusion, à vrai dire, naturelle, hein, quand on regarde nos solutions, nos clients respectifs. Pour rappel, Géodésial, c'est GeoMedia, GeoMensura, Block in Block, avec les logiciels que vous connaissez, hein, comme Covadis, Autopiste, GeoGex FR, qu'on va présenter ici, un logiciel Mensura, Block in Block, une application BIM, plateforme collaborative, reliée à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Du côté Sogelink, donc des applications plutôt en mode SaaS, des logiciels connus comme DICT.fr, qui est en fait le leader, on va dire, tout ce qui est déclaration et suivi de chantier, ou des logiciels métiers comme, par exemple, Land2Map, hein, qui va être très complémentaire de GeoGex ou de Covadis. C'est une application tablette, par exemple, donc on peut vraiment lier les deux, ou des logiciels comme Cloud2Map pour les nuages de points, Land2Fibre, etc. Alors, pourquoi la fusion? Bon, l'idée, c'est vraiment de proposer, en fait, de profiter, on va dire, d'une complémentarité de nos solutions. On va essayer d'offrir une chaîne complète de logiciels, hein, pour simplifier, pour optimiser le travail de nos clients. On va profiter du regroupement de nos forces, hein, recherche et développement, hein, pour proposer des offres encore plus innovantes, pour accompagner nos clients dans la transition numérique, dans le BIM. Bon, le but, c'est clairement de créer un leader européen de la construction tech, hein, d'aller de plus en plus vers des solutions simples en mode SaaS, de proposer des plateformes d'échange collaboratives, d'apporter l'intelligence sur le terrain avec des solutions mobiles. Bon, alors quelques chiffres rapides, hein. 34 000 clients, une quarantaine de solutions, on est plus de 300 collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est vraiment une présence terrain accrue. On va vraiment avoir des ingénieurs avant-vente, hein, dans chacune des régions. Le but, c'est qu'on soit encore plus proche de nos clients. Rentrons donc dans la présentation du logiciel. Alors, GeoGex FR, les fonctionnalités, on va retrouver, on va retrouver dans GeoGex FR un certain nombre de fonctionnalités qu'on va retrouver dans Covadis Calcul et Covadis 2D. Donc déjà, tout ce qui est lié à la topographie. Donc, la récupération des données, hein, les calculs topo, la codification, l'implantation, la gestion des points, hein, toute la gestion des points topo que vous connaissez dans Covadis, et bien entendu, on va la retrouver dans GeoGex. Les systèmes de projection, évidemment, hein, affecter un système de projection au plan sur lequel on est en train de travailler. Des outils, hein, qui nous permettent de pouvoir ouvrir directement soit Google Maps, Google Earth, Google Street aux coordonnées du plan pour vraiment visualiser l'endroit sur lequel on est en train de travailler. Bien entendu, on va retrouver tout ce qu'on peut connaître en termes de bibliothèque pour habiller les plans. La signalisation horizontale, la signalisation verticale, toutes les bibliothèques de symboles métiers, hein, symboles 2D, symboles 3D, symboles génériques qu'on peut connaître. Les bibliothèques de dessin, dessiner les talus, les bâtiments, les clôtures, les réseaux, mettre en page le carroyage, les échelles, la gestion des espaces papier. Bien entendu, on retrouve tout ça dans GeoGex. Le foncier, évidemment, hein, le logiciel s'adresse d'abord aux géomètres experts. Donc, on va retrouver tout ce qui est lié au DMPC, l'importation des données, bien sûr, de la DGI, le montage, hein, selon les règles normalisées, on peut utiliser l'assistant, la génération des fichiers, Schmitzwert, extrait cadastral. Donc,
nouvelle chemise verte depuis peu. Donc, un patch va sortir pour Covadis et puis idem pour GeoGex. Et bien entendu, dans la version 2 de GeoGex, ça sera intégré. Export vers le RFU, bien entendu. Gestion de copropriété, à la fois en création, en modification. On peut créer des lots, des pièces, des parties communes. On va pouvoir calculer les superficies pondérées, les tantièmes, les charges spéciales, générer les pièces écrites, les états descriptifs, les attestations carrées, exporter à différents formats, CSV, GNAPI. Et puis, donc, des outils aussi de modification. Ça avait été rajouté, des outils de modification de copropriété qu'on a déjà créés. Les états parcellaires, donc la connexion au SPDC avec l'import automatique des données, la création, la gestion des états parcellaires. Plan de bornage, ça c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, en tout cas, c'est dans GeoGex, ce n'est pas dans Covadis. Donc, assistant pour créer les plans de bornage, on va pouvoir récupérer et caler le fond de plan cadastral, identifier automatiquement les parcelles concernées par le bornage, faire de la division de parcelles si besoin est, identifier les lots et les parties, identifier les sommets et les limites, et puis éditer le PV de bornage à partir d'un gabarit où on va aller remplir différentes informations de façon automatique en lien avec le dessin. Un assistant plan de vente, l'idée vraiment c'est de pouvoir, partons par exemple d'un lotissement, aller créer l'espace papier centré autour de chacun des lots, utiliser un cartouche paramétrable, positionner un plan de situation, un plan de repérage qui est dynamique, et puis de pouvoir faire des mises à jour automatiques si on vient faire des modifications, si on vient modifier un lot, réunir deux lots, peu importe la modification, pour pouvoir remettre à jour automatiquement chacune des présentations. Les outils de contrôle de structuration, ça avait été demandé pour vérifier, faire de la vérification entre des cahiers des charges graphiques qui peuvent être imposés en termes de calque, de couleur, de style de texte, ce genre de choses, et donc de pouvoir vérifier soit le plan qu'on fournit pour regarder ce qui correspond bien au cahier des charges qu'on nous a imposé, ou inversement, quand on récupère un fichier, vérifier qu'il a bien été fourni tel qu'on l'avait demandé. Ce qui est intéressant avec ce petit contrôle de structuration, c'est qu'il peut nous détecter le nombre d'erreurs et puis ensuite aller zoomer une par une sur chacune des erreurs qu'on peut corriger en live, par exemple. Bon, le PCRS, si besoin est, pour pouvoir exporter au format GML les différents éléments de bord de voie, limite de bâti, réseau affleurant. Ensuite, dans la partie 3D, donc partant du semis de point, on va être capable d'aller calculer le MNT, dessiner les courbes de niveau, et on a rajouté alors les quantitatifs métrés aussi, ça on avait déjà dans GeoGex. Dans la version 2, donc on a rajouté un certain nombre de choses. Dans la version 2 de GeoGex, on a rajouté donc le dessin des profils en long. On a rajouté tout ce qui est lié à la tabulation, dessin des profils en travers, des outils de mise en 3D du plan. Alors, tout ça, je passerai la main à Catherine après, qui va vous montrer en live en fait l'utilisation de toutes ces nouveautés. Mise en 3D du plan, l'idée, c'est de pouvoir partir d'un fond de plan en 2D et de pouvoir, si on a les points en 3D, donc faire le MNT, transformer de façon automatique tous les symboles en 2D, les remplacer par leur équivalent en 3D projeté sur le terrain, et par exemple, sur chacun des contours de bâtiments, pouvoir modéliser en 3D comme une boîte tous les bâtiments associés éventuellement à une ligne de faîtage pour avoir un rendu 3D, sortir des coupes de façon automatique derrière et pouvoir utiliser TerraVision, qu'on connaît déjà dans Covadis, pour ensuite donc aller présenter la maquette 3D derrière. Donc voilà, les différents outils. Un rappel, avant de passer sur la partie démo, GeoGex FR peut fonctionner soit dans AutoCAD, version 2019, version 2020, et on travaille, donc c'est le premier outil qui est en mode multicad, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de fonctionner sur, pour l'instant encore, ZWCAD, mais on continue de travailler sur d'autres moteurs. Au fur et à mesure, on les
on les fournit, enfin, on proposera les versions en fonction des moteurs sur lesquels on est en train de travailler, mais sachez que ça continue d'évoluer. ZW4 fonctionne très bien. Catherine va vous faire la démonstration sur ZW4. Le gros intérêt, c'est qu'on est vraiment sur une interface exacte qu'on connaît dans Covadis AutoCAD. Et c'est un point important parce que quelqu'un qui connaît Covadis AutoCAD n'est pas perdu et surtout n'a pas besoin de formation pour passer à GeoGebs. Mais voilà, donc c'est ce qui fait un petit peu la particularité de GeoGebs, c'est que ça peut fonctionner sur AutoCAD, mais ça peut aussi fonctionner sur ZW4 et bientôt sur d'autres moteurs. Donc voilà, je ne vous en dis pas trop plus sur le PowerPoint. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment regarder un petit peu en live l'utilisation. Je vais passer la main à Catherine, qui va vous montrer un petit peu de calcul topo, habillage, juste pour vous montrer voilà, la ressemblance. Revenir un peu sur plan de vente, plan et PV de bornage, qui sont les nouveautés GeoGebs. Et puis, voilà, axer un petit peu sur les nouveautés de la version 2, profil en long en travers, volet paysager, et tout ce qui est mise en 3D, dessin de coupe, maquette. Donc, je passe la main à Catherine. Bon, et bien écoutez, Alain a tout dit. Je peux directement attaquer la présentation, du coup. Alors, on va démarrer un petit peu sur les ressemblances effectivement entre Covadis et GeoGebs FR, puisque ils se ressemblent énormément, c'est la même chose. Donc, les menus que vous voyez ici, on les retrouve identiques à Covadis. Donc, GeoGebs FR calcul, donc même chose exactement que Covadis. GeoGebs FR 2D, identique également, mis à part les deux modules nouveaux dont vous parlez, Alain, apparus dans GeoGebs, donc plan et PV de bornage et plan de vente. Ensuite, la 3D qui ressemble beaucoup à Covadis, il y a juste la partie cubature en moins, mais on a rajouté donc en 2.0 les profils que voici. La partie édition qui correspond exactement à celle de Covadis également. Et la partie échange qui est uniquement faite pour récupérer les informations que peut produire GeoGebs FR. Et vous retrouvez ici la partie volet paysager et l'échange vers TerraVision dont il vous parlait à l'instant aussi, accessible donc à partir de la 2.0. Ce qu'il n'y a pas, évidemment, c'est la VRD, mais c'est autre chose. Ici, on est sur un produit purement géomètre foncier, on va dire. Alors, je vais commencer par juste une petite présentation de base à partir d'un fichier GeoBase, en fait, qui est codifié, que vous voyez ici. Donc, c'est juste un levé en coordonnées simplement avec des codes. Et je vais représenter le dessin automatiquement à l'écran. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. En mettant en présence la table de codification avec la géobase. Et vous allez obtenir ici à l'écran directement le dessin plus ou moins avancé en fonction du niveau de votre codification. Donc ici, si on regarde, on a quand même déjà pas mal de choses, des symboles, des symboliques linéaires et autres. Par exemple, si j'ai envie de changer cet arbre parce qu'il ne me correspond pas, le client voudrait un autre arbre sur ce dessin-là, je peux très simplement, par GeoGebs FR édition, rentrer dans les blocs pour le substituer cet arbre à un autre, par exemple. Donc en disant, voilà, ce bloc-ci, dont j'ai oublié le nom, mais que je peux sélectionner facilement à l'écran, je vais le substituer par un autre que je vais choisir à l'instant, donc de préférence dans la végétation, restons logiques. Voilà, un petit sapin. En gardant les propriétés de chacun des blocs insérés, ça me donne ceci très rapidement. D'accord ? Donc ça, vous connaissez déjà. Si vous connaissez Covadis, c'est le même fonctionnement. Pour la partie habillage linéaire, on a ici par exemple un mur représenté par des hachures, sauf que les hachures ne me convenaient pas. Donc j'aimerais bien à la place mettre un objet mur haie qu'on connaît depuis quelques versions ici, accessible par le menu habillage. Ici, dessin des objets mur haie. Donc en l'occurrence, un mur de 30 cm par exemple dessiné à gauche. Voilà. Et je voudrais convertir cette ligne-là. Je peux convertir un calque complet, mais là, je vais le faire sur une seule. On obtient cet élément qui se dessine du mauvais côté. Donc, très simplement, comme c'est un objet GeoGebs FR ou Covadis, je peux directement dans les propriétés aller lui dire qu'il s'est mis du mauvais côté et le modifier. Donc, ici, de la gauche, je le passe à droite. D'accord ? Vous voyez ici se changer de côté. Je peux demander à ce que les lignes de fermeture se représentent, ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, donc je ferme les extrémités. Je peux jouer sur l'espacement des hachures, je peux jouer sur la largeur du mur également, qu'on retrouve ici, par exemple 0,5, etc., etc. Donc tout ça, c'est des modifications possibles parce que c'est un objet Covadis. C'est ça qui le rend très ergonomique. Pour poursuivre un petit peu plus sur la partie de base, on retrouve les cotations également par étiquette qu'on connaît déjà de Covadis, pareil. Donc cotation linéaire, par exemple, cotation de segments. Je vais être capable de dire, voilà, je voudrais une cotation très simple pour les segments linéaires qui va représenter, enfin qui va ressembler plutôt à ça, vous voyez. Sauf que j'ai décidé que finalement, ça ne me plaisait pas, je voudrais mettre un préfixe. Donc, très simplement, je double-clique sur la cote, je rentre dans l'édition du modèle et je vais directement accéder par la modification à l'ajout d'un préfixe, par exemple. Voilà. Et dès que je vais valider, automatiquement, toutes les codes de ce modèle-là se mettent à jour. Je peux évidemment enregistrer mon modèle définitivement pour que ce ne soit plus à faire la prochaine fois. Pareil pour les cotations de surface.
cotation de surface ici, je vais pouvoir, en plus de ce qu'il propose par défaut, rajouter une information supplémentaire. Pour l'instant, je n'ai que la surface. Je vais mettre automatiquement la cote au centroïde, par exemple. Et je vais demander à rajouter une information supplémentaire ici, qui serait une information à saisir à la main, par exemple, nombre de niveaux. Donc, je ne mets pas de préfixe nécessairement, mais je vais mettre une information attributaire à renseigner moi-même, que je peux préciser ici, hein, niveau, par exemple, du bâtiment, niveau. Voilà, niveau. Et donc, je vais simplement mettre ça en premier, parce que ça m'intéresse d'abord en premier, et au niveau présentation, justifier centré. Ce qui me donnera, en validant, un aperçu qui ressemble à ceci. Je quitte, j'applique ce modèle directement à mon ou le bâtiment. J'obtiens ceci, c'est nos centroïdes. Libre à moi, si je veux, je peux déplacer cette cote et la flèche. Si elle m'embête, je la mets en dessous. Et vous regardez dans les propriétés, je peux indiquer donc que c'est un rez-de-chaussée, par exemple, plus 2. Et l'information se rajoute. Et pour information, si vous avez plusieurs bâtiments cotés comme ça, on est capable de sortir un listing qui récupère toutes ces informations-là, un listing format Excel, par exemple. Voilà pour la partie de base 2D, on va dire. Je suis passé un petit peu vite, mais pour vous montrer simplement la fluidité, hein, finalement, et je suis sous ZWCAD. Pour finir un petit peu sur les commandes de base, un petit carroyage, simplement. Donc, je vais placer un carroyage sans m'occuper du paramétrage ici, juste en positionnant mes 3 points. Voilà. Alors, la présentation s'est créée automatiquement ici, sauf que je décide finalement de rajouter un cartouche. Donc, dans les propriétés, comme c'est un objet, encore une fois, je peux rajouter en haut à droite, pourquoi pas, un cartouche. Donc, je donne les dimensions. Je peux du coup étendre un petit peu ma zone parce que c'est un petit peu petit, et il le fait par multiple de A4 par défaut. D'accord ? Donc, on a des crans qui se proposent ici. Je peux redéplacer ma mise en page. Et si on regarde ensuite la présentation n'ayant pas suivi automatiquement parce que ce serait un petit peu trop lourd, on propose une mise à jour à l'instant T en faisant un clic droit sur le carroyage. Mettre à jour les présentations, ça donne ceci. Il suffit simplement de mettre à jour la taille le format de la feuille, si vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous connaissez déjà si vous connaissez Covadis. Après, je vais rentrer dans une nouveauté qui est apparue, alors autant dans Covadis que dans GeoGebs FR, puisque c'est la nouvelle chemise verte qui date d'il y a 1 mois à peu près, auprès du cadastre. Donc, je vous montre ça sur un petit fichier où j'ai déjà un DMPC qui est réalisé. Je divise une parcelle en 3 lots. Simplement, ça ne change absolument rien pour vous, hein. C'est une nouveauté de la 17.1e et de GeoFoncia GeoGebs FR, 1.0e également. Donc, en 2, vous l'avez également. Donc, si je rentre dans l'identification des lots, voilà, je suis capable de ma chemise verte ici, et simplement, nous avons changé l'aperçu de cette boîte parce qu'il y a une nouvelle option ici, aménagement foncier, agricole, forestier, environnemental, et nous avons déplacé les lignes qui se retrouvent maintenant sur la première page. D'accord ? On est aussi capable de sortir le tableau de filiation demandé par le cadastre depuis ce mois de mai, et vous allez le voir, il sort en format Excel. Donc la chemise verte pour commencer, qui arrive en PDF. Là, voilà. Donc, vous avez les cases qui se remplissent en fonction de ce que j'ai demandé, la case en question. Un nouvel encart ici, ça a un petit peu changé. Vous voyez, la chemise verte a donc changé. Et l'intérieur, lui, n'a pas bougé particulièrement. Et si je vous montre le tableau de filiation, c'est ce fameux fichier Excel ici, dans lequel vous retrouvez la filiation de chaque lot. Donc, issu de telle parcelle, issu d'un arpentage ou une surface graphique ou un arpentage de masse. Donc, on a ces informations à rajouter en plus. Donc ça, c'est la nouveauté propre à la partie DMPC, hein, c'est très simple. Ça n'occasionne rien de neuf pour vous, finalement. Je passe ensuite au module spécifique GeoGebs, c'est-à-dire plan de vente et PV de bornage. Donc, plan de vente pour commencer. Donc, ça date de la version 1, vous êtes dit Alain, hein, on l'a toujours en version 2, évidemment, pas de souci. Alors, comment ça se passe pour le plan de vente pour commencer? Il faut que j'ai préparé simplement mon lotissement avec mes contours de lot dans un calque, comme c'est le cas ici, et mes numéros de lot dans un autre calque. C'est peu contraignant. Après, si j'ai envie de mettre des informations supplémentaires pour chaque lot, je peux les écrire comme ici, la surface écrite d'une certaine manière, hein, si je ne veux pas la récupérer automatiquement. Et donc, j'ai juste à rentrer ensuite ici dans GeoGebs FR 2D, plan de vente, et je lance un assistant qui permettra d'utiliser ma propre présentation. Donc, en l'occurrence, vous la voyez à l'étape 1, donc c'est un format A3 simplement, avec les attributs qu'on a voulu mettre en place pour renseigner nos plans de vente, et les encarts qui nous permettent de mettre le lot à gauche, par exemple ici, plan de repérage, plan de situation, tout ça, c'est vous qui pouvez le personnaliser. Donc ici, c'est déjà paramétré. J'arrive à l'étape qui permet de définir quelques des contours, quelques des textes. Je retrouve 18 lots dans ce cas précis. Alors, ça ne démarre pas à 1, mais ce n'est pas très grave. On en a 18. Ensuite, j'ai les fameux attributs dont je vous parlais présents dans la présentation.
et que je remplis ici. Donc, soit ce sont des textes fixes, donc les mêmes pour tous les lots, donc la rue, enfin l'adresse, pardon, la commune, la date, ou alors des textes qui peuvent être variables pour chaque lot, donc les fameuses surfaces que je vous montrais avant, que je peux tirer d'un calque donné. D'accord? Donc, j'ai ce choix-là. Ensuite, étape d'après, le plan de situation, si je l'ai, je peux le récupérer. Soit une image externe à mon dessin, soit une image présente dans le dessin. Ici, elle est externe. Ensuite, il me propose de définir le plan de repérage, alors sous forme d'un bloc dont je vais assurer une partie qui sera le lot en question, ou une fenêtre flottante qui me permettra de gérer l'affichage des calques. Ici, j'opte pour un bloc, par exemple. Puis l'habillage qui me permet de mettre en place un tableau de coordonnées pour chaque lot, que je pourrais positionner après à ma guise, évidemment, un liseré éventuellement et la cotation du contour du lot. Tout ça, c'est vous qui décidez de l'activer ou non. Pour finir, le paramétrage des présentations et du tracé. Alors, vous avez vu que j'ai une échelle un peu bizarre au milieu. J'ai rajouté moi-même 333 pour montrer que c'est possible. En fait, Covadis va optimiser, ou GeoJaxFR, va optimiser en fonction de l'emplacement que vous avez pour placer le lot. Il va choisir la meilleure échelle pour positionner et pour définir votre fenêtre. Donc, je choisis ensuite mon traceur et mon format. Et je n'ai plus qu'à lancer la création des présentations. Donc là, il me génère mes 18 l'une après l'autre. Ça va relativement vite quand même. Et il va même me mettre, comme je l'ai demandé, le format en A3, puisque j'ai pu le spécifier. Voilà, donc je suis presque au bout. Et je vais avoir possibilité après, si j'ai des petites modifications à faire, de ne pas tout recommencer, si vous voulez. Par exemple, là, vous voyez, il a créé mes présentations, elles sont toutes ici en bas. Donc, voilà, vous retrouvez tout ce que j'ai dit avant, le titre, la commune, pardon, le nom du lotissement, l'adresse, et la surface qui a été relue. Alors, la surface, elle est là. Elle a été relue automatiquement d'après ce qu'il y avait dans le plan, les 684 mètres carrés, et voilà. Moi, par contre, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur le nom du lotissement, sauf que ça veut dire qu'il faut que je modifie mes 18 plans de lot. Donc, au lieu de faire la modification dans chacun l'un après l'autre ou de recommencer entièrement, j'édite mon bloc, tout simplement. Je change le nom du lotissement. Alors, je suis partie sur les coquelicots en ce moment. Coquelicots. Voilà, mais je ne l'ai fait que pour ce lot-là. Si je passe sur le plan de vente du lot 19, j'ai toujours les harmoniales, comme tout à l'heure. Donc, je vais sur celui que j'ai modifié. Et très simplement, je peux modifier, mettre à jour tous mes attributs. Ça prend 2 secondes à peine. Et vous voyez qu'il a mis à jour tous mes textes, tous mes titres, finalement, tous mes noms de lotissement. De la même manière, si j'ai un calque qui me dérange un petit peu dans l'espace papier présentation, mais pas dans l'espace objet, je rentre ici et dire, voilà, ce calque-là ne m'intéresse plus, TintGen, je voudrais bien, dans mes présentations, le désactiver ou le geler. Donc, TintGen est ici, je le désactive ou je le gèle, voilà, dans la présentation. Et encore une fois, je ne l'ai fait que dans une présentation, vous voyez ici. Donc, pour que ce soit effectif partout, à partir de là où j'ai désactivé, je vais pouvoir lui demander de mettre à jour les états de calque. Et automatiquement, sans me recréer toutes les présentations, il me les met simplement à jour. Voilà, c'est assez rapide, un peu plus de 2 secondes, mais rapide quand même. Et enfin, dernière modification possible, là, on me demande, c'est un petit peu plus lourd, on me demande finalement de rejoindre 2 lots en un seul ou de diviser un lot, tout dépend. Par exemple, le 22 et le 23, ici, je voudrais bien les lier entre eux. Donc, j'ai une commande qui est peut-être connue par certains d'entre vous, topologie polygone union de 2 contours. Et je vais indiquer que je voudrais relier, enfin lier plutôt, ou unir, si vous préférez, le 23 au 22. Voilà, donc je garde le même calque, j'efface les contours initiaux. Je supprime le texte qui ne me sert plus à rien, je recentre celui-ci. Théoriquement, je suis censée également mettre à jour ma surface, évidemment. Hein, donc, 1051 mètres carrés, je vais faire à la main. 1051. Si je me suis trompée, quelqu'un peut me le dire, hein, mais je ne pense pas. Et donc, pour ne pas tout recommencer encore une fois, j'ai une commande de mise à jour de mes plans de vente, oui, puisque si vous regardez, j'ai toujours le 22 et le 23, mais qui ne sont pas mis à jour encore. Donc, plan de vente. Dernière commande intéressante ici, c'est la mise à jour le contrôle et la mise à jour des plans de vente. Donc, il me dit qu'il y en a qui ont été effacés, oui, je sais, et qu'il va me régénérer la 22 qui est quelque part nouvelle. Et juste celle-ci, finalement. Donc voilà, je suis sur la 22 et j'ai bien la totalité. J'ai bien récupéré mon nouveau texte qui a changé ici, 1051 mètres carrés. Donc voilà, ça, ce sont les plans de vente. Je vais passer ensuite à l'autre particularité de GeoJaxFR par rapport à Covadis, ce sont les PV de bornage, plans et PV de bornage. Donc ici, vous avez une petite parcelle qui a été relevée par un géomètre qui m'a fourni gracieusement et gentiment son fichier. Donc ici, elle est entièrement levée, mais ce n'est pas une nécessité de la voir en totalité si on ne borne qu'une partie. Donc là, je vais borner la totalité et je vais aller plus diviser également ma parcelle en 3 lots, ce qui n'est pas nécessaire non plus, ça s'appelle juste un bornage. Ici, je vous fais les deux en même temps. Donc pour ce faire, j'ai une petite barre d'outils ici, plan et PV de bornage, dans laquelle je progresse de gauche à droite. La première partie va être de récupérer le cadastre.
Donc, j'applique mon cadastre, je cherche ma planche DXF, automatiquement, elle se cale, mais tout le cadastre se cale. Comme c'est un petit peu beaucoup, je vais juste garder ce qui m'intéresse, c'est-à-dire délimiter la zone de la parcelle en question et des parcelles riveraines. J'ai une possibilité de digitaliser cette zone-là. Voilà. OK. Et je vais lui dire ensuite que j'aimerais recaler mon cadastre sur mon plan. Donc ici, recalage, c'est un recalage Elmer, mais à l'envers de ce qu'on fait habituellement dans les DMPC. Dans les DMPC, on déforme notre dessin finalement. Là, c'est l'inverse, c'est le cadastre qu'on va venir faire coller à notre plan. Donc ici, j'ai 6 couples à donner. Hein. Il en faut donc 3 minimum, mais ça, tout le monde le sait. Si on a fait une bêtise, on peut toujours, après, éliminer un couple et le reprendre. Ou si un couple est hors tolérance, on peut simplement le désactiver, comme on le fait déjà dans les DMPC. Voilà, j'ai pris mes 6 couples. Donc, on voit qu'ils sont pris parce qu'il y a un petit trait qui les relie. Et donc, je retrouve ici mes 6 couples. Je peux donc passer en mode édition pour supprimer des couples, en reprendre, en désactiver, comme je disais avant. Et surtout, je voudrais ajuster le cadastre au niveau des sommets que j'ai pris. Et en validant la commande, vous allez voir qu'il va déformer ici le cadastre pour le coller sur les sommets. Voilà ce que ça donne. Évidemment, il m'a déformé ça que sur les sommets. Maintenant, j'aimerais bien qu'entre les sommets ici, au niveau des segments, le cadastre colle également ma parcelle pour que je puisse après faire des tableaux de coordonnées correctement. Alors là, nous avons mis une commande en place ici, qui s'appelle l'ajustement, qui me permet de dire je traite la parcelle 414, mais aussi ses riveraines en même temps. Sur cette série de segments-là, je voudrais que cette série de segments colle à cette série de segments sur ma polyline relevée. Donc, je l'indique ici. Et regardez, les 2 parcelles, je vais vous montrer celle-ci, collent maintenant parfaitement à la parcelle que j'ai relevée, à la partie que j'ai relevée. Donc, je peux faire ça sur l'ensemble de mon contour, mais je vais aller un petit peu plus vite. Là, ça se voit beaucoup. Hein. Je vous l'aurais fait en fait dans un autre fichier. Là, c'est déjà terminé. Vous voyez, tout est collé correctement. Si je regarde mes parcelles, c'est collé parfaitement ici. Ici également. D'accord. Et celle qui posait le problème en bas, elle est collée également. C'est ce que je viens de faire, mais en fait, sur tout le tour. Une fois que j'ai récupéré le cadastre et que je l'ai bien calé, je peux récupérer les informations maintenant sur les parcelles via une connexion notamment au SPDC. Donc, identification des parcelles. Ici, je suis dans le 50, la manche. Je vais sélectionner toutes les parcelles restantes dans mon dessin puisque j'ai fait un petit peu de ménage avant. Voilà. Et il me retrouve la commune, les numéros de section et de parcelles. Et en validant, il me propose une connexion SPDC, sauf que je n'ai pas de code. Donc, voilà, ça, c'est la connexion potentiellement utilisable. Hein. Je vais l'arrêter puisque je n'ai pas les codes, mais j'ai stocké les informations dans un fichier Excel que je vais charger ici, dans lequel j'ai les noms de base des gens, mais je les ai renommés. J'ai obligé de les renommer, évidemment. Donc, on a M. Borne, M. Géométrix, M. Breton. Donc, ça, c'est ce qu'on récupère quand on fait l'état parcellaire. C'est un peu la même chose, finalement, hein, que l'état parcellaire. Je vais terminer en ayant récupéré ces informations. Et si j'ai envie de définir, parce que je vais diviser ma parcelle, pourquoi pas un acquéreur, je peux éditer les personnes. Donc, je retrouve ce que je viens de charger ici, avec des modifications possibles, hein, si je veux. Et je peux surtout ajouter, pourquoi pas, un acquéreur. Une personne physique. Donc, je lui dis, voilà, je vais écrire acquéreur pour faire simple. Et je peux indiquer son nom, M. Chaumont, par exemple. Ah, petit problème. Voilà, je peux donner date de naissance, adresse, sauf que là, je ne les connais pas. Et quand j'ai terminé, je valide. Ce qui me permet ensuite, à l'étape d'après, quand je vais diviser mes lots, s'il faut le faire, par parcelle, d'indiquer qui est l'acquéreur si je le sais. Alors là, faisant la division, je rappelle que c'est une commande non nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ici, j'ai 3 lots à créer. Donc, j'indique le calque de mes limites nouvelles, ici. Voilà, elles coïncident parfaitement au bord de mes parcelles. Ça me permet de redéfinir les lots un peu comme en DMPC, encore une fois, ce qui me permettra d'ailleurs d'aller plus vite à la fin et je pourrai boucler directement sur le document d'arpentage. Donc, lot A, c'est celui-ci, je le laisse à M. Piquet-Stéphane. Le lot B, par exemple, également. Notez que si c'est arpenté, il suffit de cocher cette case-ci. Et le dernier lot, le lot C, je vais dire que celui-ci, il revient à l'acquéreur, il reviendra à l'acquéreur ici. Je valide la création de mes lots, l'étiquetage se fait automatiquement, modifiable, comme je vous ai montré par double clic, si le style d'écriture ne vous plaît pas ou autre. Et ensuite, je passe à la partie identification des sommets et des limites. Tout ça en vue du PV de bornage, évidemment. Donc, détection des limites, enfin des natures de sommets, pardon, d'abord. Si vous regardez, j'ai des petits symboles de bornes ici, par exemple, sur certains sommets. Je peux en avoir plus, hein, ici, je n'ai que des bornes. J'ai ici 2 sommets de parcelles qui sont repérés par qui coïncident à des sommets de polylignes dans un calque spécifique, qui seront des angles de bâtiment. Donc, tout ça, je le spécifie un petit peu comme dans le RFU, finalement. Et à l'étape ici, détection des natures de sommets, je peux dire, voilà, mon bloc T027, ça représente une borne. Mes polylignes qui seraient dans le calque bâti amorce représentent des angles de bâtiment. Et je peux, comme ça, paramétrer tous mes signes, hein, tous mes symboles,
et rajouter des natures s'il en manque. Donc ici, c'est déjà fait. Il va étiqueter automatiquement tout ce qu'il a trouvé. Angle de bâtiment, borne, vous voyez ici. Et moi, je peux continuer un petit peu plus avant pour qualifier mes sommets nouveaux et si nécessaire, hein, ici je ne l'ai pas prévu. Donc j'ai une commande à suivre, identification des sommets. Je retrouve tous mes sommets qui me sont ici listés en disant, voilà, le A par exemple qui figure ici, il y a un petit carré de signalement vert, me dit il n'a pas de nature, il est à ignorer a priori. Alors non, c'est un sommet nouveau. Donc je peux dire non, repère nouveau, et je peux préciser ce que c'est. Alors je n'ai pas mis de bloc, c'est dommage, j'aurais dû le faire en fait. Hein. Mais je peux très bien dire à ce stade-là, bah, c'est une borne également par exemple. Je peux le faire pour tous les sommets, donc B et C, je ne vais volontairement pas le faire. Je retrouve le D qui est un sommet ancien, un repère ancien est une borne, d'accord? Donc là, c'est déjà fait. Donc tout est paramétrable ici, et je peux sortir ensuite un tableau de coordonnées. Donc le voici qui arrive, je le positionne, et vous allez constater que dedans, j'ai bien le sommet A, qui est une borne donc prise en compte. Les B et C, comme tout à l'heure, je vous ai dit, ne sont pas là, puisque je ne les ai pas indiqués. Et je retombe sur le D, qui est une borne et qui est un repère ancien. Donc on aura une notion de repère ancien et nouveau dans le PV de bornage directement. Donc voilà, il reste les limites à définir avant de passer au PV de bornage. Donc identification des limites. Alors, je vais commencer par celle-ci, pourquoi pas. Sur ce côté-là, par exemple, mais pas sur la totalité uniquement d'ici à là, j'ai une haie mitoyenne. Et je peux indiquer quelle est l'archive qui me permet de savoir que c'est une haie mitoyenne. Donc, issue, par exemple, du PV de bornage de je ne sais quand, ou de l'acte dressé par maître. Voilà, tout dépend de ce que vous avez comme archive. Hein. Voilà. Je vais peut-être, ou il va le garder. Donc, je valide. Ensuite, je fais la partie restante qui, elle, était un mur, par exemple, mais non mitoyen. Il appartenait, pourquoi pas, à la parcelle 254. Pareil, je peux indiquer l'archive que j'ai en ma possession si j'en ai une, etc. Je peux faire comme ça toutes mes limites. D'accord. Si vous voulez modifier parce que vous avez fait une erreur de saisie, il y a une commande d'édition. Et si vous voulez recommencer, il suffit de supprimer l'étiquette et de recommencer. Et enfin, arrive le PV de bornage avec la configuration des données du géomètre expert et de la personne qui le représente éventuellement. Alors là, évidemment, M. Bornet n'est pas géomètre expert, mais je l'ai mis quand même. Et moi, je le représente sur le terrain, par exemple. Et ensuite, il me suffit de sortir le PV de bornage, comme il vous disait tout à l'heure, à l'aide du document édité par l'OGE, en fait, hein, simplement. Donc là, c'est ce que j'ai récupéré, mais vous pouvez bien sûr le personnaliser. Il va l'afficher. Tout ce que vous allez voir en bleu là-dedans, entre crochets, va être automatiquement renseigné par le module via en fait des variables qu'on peut mettre en place qui sont accessibles par le point d'interrogation. Donc tout est paramétrable hein, avec les variables proposées. Si vous vous apercevez qu'il vous en manque, pas de souci, il suffit de nous le dire pour qu'on les rajoute. Donc voilà, il y a le titre qui va se mettre ici, il y a le département, la commune, la section, ensuite il y a le propriétaire, les riverains. Tout va se renseigner tout seul. Donc il me suffit d'indiquer où je stocke ce fichier et puis à quel nom je lui donne. Et voilà ce que vous allez obtenir. Voilà, donc procédure verbal de bornage. Ensuite, vous avez bien département, commune, section, etc. Vous avez le propriétaire et les riverains. Et là, vous avez tout qui se remplit automatiquement. Il n'y a plus après qu'à l'imprimer, évidemment. Alors, vous avez ensuite, pour finir, ce que je vous disais avant, possibilité de passer en module DA directement. Donc, c'est le dernier icône qui vous... Alors, il n'a pas retrouvé ma planche cadastrale, ce n'est pas très grave, parce que je peux lui indiquer maintenant. Ben voilà. Et il va me créer, il propose de sauvegarder celui-là, moi je vais dire non pour ici, il vaut mieux dire oui normalement, et j'arrive dans un nouveau fichier dans lequel il charge en fait ma planche cadastrale, il dessine mes points de rattachement, il identifie la parcelle, et je n'ai plus qu'à positionner au mieux mon dessin pour faire le calage Elmer, et je boucle en fait dans la méthode automatique des DMPC Covadis. Donc j'arrive à l'étape où je cale, alors je vais passer un petit peu vite, hein, voilà, je vérifie mes coupes, théoriquement mon EMQ, je vérifie les sommets à projeter ou pas, et j'arrive ici ensuite, ce qui me permet de définir les lots. Et j'arrive sur la chemise verte que je vous montrais tout à l'heure, par exemple. Je ne vais pas la faire en entier ici, hein, je vais m'arrêter. Donc voilà pour la partie PV de bornage, plan et PV de bornage. Alors pour information, on est en discussion aussi avec les éditeurs de logiciels de gestion de cabinet, comme Modelio, GeoSolutions, etc., pour récupérer éventuellement plutôt du SP les données que vous aurez entrées dans votre logiciel de gestion. Donc, c'est à l'étude, hein, on n'est pas encore avancé, enfin, on avance, mais on n'est pas encore terminé là-dessus. Ensuite, il me reste à vous montrer la partie 3D. Donc, tout ce qui est profil en travers, qui sont donc issus, enfin, qui sont nouveaux dans la version 2.0, hein, vous en parlez tout à l'heure. Donc là, j'ai un petit semis de points en 3D avec lequel je vais générer un modèle numérique de terrain. Voilà. Bon, il sort mon listing. Je vais couper mon écran en deux pour pouvoir mettre la vue 3D d'un côté, par exemple.
Voilà, donc je suis bien sous ZW4, mais vous voyez, c'est un petit peu le même fonctionnement, vue perspective, sud-ouest par exemple. Je vais mettre en ombrage plat pour vérifier un petit peu à quoi ressemble mon relief, même si avec les courbes de niveau, je le vois quand même. Hein. Et on constate qu'il y a quand même un point faux quelque part. Hein. Donc cette montagne, on va essayer de l'enlever parce qu'elle est fausse. Donc soit je retire le point du MNT, soit je le supprime carrément. Et comme il est associatif, le modèle, il se recalcule automatiquement. Ici, par contre, des frontailles ont été creusées un petit peu plus tard. Donc je suis reparti sur le terrain les relever. Je voudrais les rajouter. Je dégèle le calque qui les contient et je les rajoute à mon modèle numérique. Donc ce sont des polygons 3D tout simplement. Par calque, ça ira un petit peu plus vite. Voilà, entrée, et vous obtenez ceci. Alors maintenant que j'ai ça, je voudrais bien faire un profil en long et des profils en travers, ici au milieu de mes fronts de taille. Je vais repasser en une seule vue pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Et je vais définir mon axe en plan sous forme d'une simple polyligne qui peut posséder plusieurs segments, qui peut posséder des arcs, comme vous le voyez ici, que je vais tabuler pour sortir profil en long et profil en travers. Donc, GeoJX FR 3D, pardon. Profil en travers pour dessiner les tabulations. Et je vais les faire ici sous forme de blocs avec attributs pour écrire les numéros et les abscisses. Donc des petits blocs, à intervalles réguliers de 40 mètres qui font 40 mètres de chaque côté dans ce calque-là. Et vous allez obtenir ici, vous voyez, des tabulations avec des numéros ici et puis les abscisses de l'autre côté. Il ne me reste plus maintenant qu'à sortir le profil en long. Ben, écoutez, un simple clic gauche et droit sur la polyligne et je sors le profil en long, avec un paramétrage à définir soi-même si on veut. Les échelles, je pose mon profil à côté, le voilà. Pour information, si on déplace l'axe en plan, le profil se met à jour, hein, vous voyez. Je vais annuler. Voilà. Et il me reste à sortir les profils en travers, pareil, par un clic gauche et un clic droit sur l'axe. Profil en travers. Pareil, un fichier de paramétrage, des échelles à choisir. On réindique le calque des tabulations, il l'a trouvé tout seul. Et je n'ai plus qu'à indiquer au gauche et bas droit pour le dessin de mes profils. Voilà, donc ce sont sortis très rapidement. Avec un joli logo Covadis, je vous le conseille, hein, mais je pense que vous mettrez le vôtre. Hein, donc il n'y a pas de souci à ce sujet. Et pour terminer, la partie volet paysager, aussi nouvelle dans la partie 2.0 de GeoJX, hein, la version 2.0, donc qui vous permet notamment de faire vos permis d'aménager et de présenter un petit peu vos lotissements, si vous voulez également, vos projets de lotissement. Alors ici, on a simplement un projet de lotissement uniquement dessiné en 2D à l'heure actuelle. Donc avec les contours des différentes zones de revêtement, hein, la voirie, les parkings, les parcelles. On a les bâtiments représentés en contour 2D et les fêtages également en polyne 2D. Nous avons des arbres ici, des lampadaires, des murs. Tout ça, c'est en 2D. Et assez rapidement, on est capable de passer tout cela en 3D, soit en se projetant sur le terrain naturel qu'on a relevé, soit carrément en modélisant à partir de rien du tout pour avoir une base quand même si on n'a pas eu le temps de faire le projet encore. Donc ici, je vais me servir du MNT terrain naturel pour déjà créer un modèle numérique avec des couleurs en fonction des revêtements. Donc, GeoJX FR échange, volet paysager et maillage des zones. Il suffit simplement de paramétrer ce qu'on appelle des thèmes. Chaque thème appelle les contours d'un certain calque et leur donne une certaine couleur. Vous voyez, ça se sauvegarde après, hein, ce n'est pas la peine de recommencer à chaque fois tout le paramétrage. Je maille tous mes thèmes en me projetant sur le modèle numérique de terrain. Voilà, je maille et vous obtenez, alors je vais quand même geler l'ancien MNT, sinon ce ne sera pas très joli quand on va faire un ombrage, et vous obtenez des couleurs, donc un MNT avec des couleurs. Pour aller un petit peu plus loin, je vais passer en 3D mes petits blocs comme vous montrez Alain avant. Donc, il va, à partir des blocs 2D, créer des blocs 3D projetés sur le maillage. Il va monter les murs en 3D, les bâtiments en 3D. Donc, pour ce faire, toujours le volet paysager. Et la mise en 3D du plan, qui est la commande suivante, qui me permet de dire je me projette sur le MNT de paysager. Les symboles sont apparemment tout ceci, trouvés dans le dessin. Et moi, je vais les convertir. Celui-ci en la bouche à clé 3D. Celui-ci, ce sera un poteau en 3D, etc. C'est moi qui décide. Pour les bâtiments, eh bien, je vais indiquer que les contours sont dans ce calque-là et que je monte des murs de 3 mètres. Avec les lignes de fêtage, il me fera des toitures d'1,50 m de haut. Et enfin, les murs haies, je récupère les axes de mes murs pour leur attribuer en fait un mur comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'en mettant une hauteur, eh bien, il va pouvoir être visible en 3D. Donc, je valide et automatiquement, ici, sur mon MNT, vous voyez. Alors, plutôt que de faire ici un ombrage dans ZWCAD, je vais vous montrer, si vous ne le connaissiez pas encore, le visualiseur d'objets. En sélectionnant mes éléments 3D, clic bouton droit, je peux entrer en visualiseur pour n'avoir que ce qui m'intéresse en 3D. Donc, voilà une petite fenêtre qui s'est ouverte en plus, qu'on peut mettre sur un autre écran. Je peux zoomer facilement en perspective, un simple clic gauche, hein, ça suffit. Pour information, on peut déformer aussi en altitude, hein, si on a un MNT un petit peu plat. Tout ça par clic bouton droit, vous voyez.
Donc, échelle, je peux changer l'échelle ici, je ne vais pas le faire. Hein. Je peux passer par contre en style visuel ombrage plat, pourquoi pas, et voilà. Sauf que ça reste assez basique en termes de couleur parce que je n'ai pas mis de matériaux. Donc, l'intérêt après sera de passer dans TerraVision pour aller rendre ça plus réaliste. Je ferme cette vue et avant de passer sous TerraVision, une dernière petite chose, je vais vous faire une petite coupe. Voilà, pour vous permettre d'aménager, c'est intéressant évidemment. Donc, volet paysager, dessin d'une coupe. Et volontairement, je vais passer à travers les maisons et les symboles 3D pour que vous voyez qu'il les récupère bien, y compris le terrain évidemment. Donc, je vais voilà, retrouver tous les symboles, retrouver tous les modèles numériques de terrain. Je dessine ma coupe à côté. Voilà ce que j'obtiens. Et ça, évidemment, ce sont des objets qu'on peut après, en dégroupant les éléments ici, dire tiens, ça ne m'intéresse pas, je les efface, ces informations par exemple. Je peux faire du ménage ou au contraire ajouter des éléments dans ma coupe. Pas de souci. Je vais geler ça et pour finir, je vais passer dans TerraVision. Le but, c'est de rendre effectivement l'aperçu de mon lotissement plus réaliste et de pouvoir faire des plaquages d'images en arrière-plan ou au sol, si j'en ai envie, photo aérienne ou photo en arrière-plan, et de réaliser des films de présentation également. Donc, je passe dans Échange TerraVision pour finir, export de la scène. Il me lance TerraVision qui est installé en même temps que GeoJXFR. Et dans lequel je vais récupérer ce qu'il appelle une scène, c'est-à-dire une présentation de mon lotissement. Je peux en faire plusieurs. Il arrive tout petit au fond, mais je vais le récupérer. Voilà. Donc là, les mouvements sont fluides aussi par rapport à AutoCAD en général. Hein. Donc, simple clic gauche, vous voyez, pareil, ça tourne assez facilement. Évidemment, c'est le village dans les nuages. Là. Je vais zoomer un petit peu plus, c'est mieux. Et donc, pour rendre ça plus réaliste, parce que ce sont simplement des couleurs au niveau du sol pour l'instant, au niveau des matériaux, je vais pouvoir utiliser ceux de la bibliothèque ou m'en créer moi-même hein, à partir de simples photos. Ici, il y a des photos de terrain qui sont pas mal, je trouve. En prenant celle-ci, je peux dire tout ce qui est de cette couleur verte-là, tu me le passes en terrain. Ça aussi, parce que c'est pas très beau. Au niveau de la route, je peux passer la route en enrobé, pourquoi pas. Alors là, on ne verra pas forcément que c'est un matériau, mais ça va changer de couleur en tout cas. Et je peux faire comme ça tous mes revêtements, d'accord ? Ensuite, je suis capable de mettre des objets plus réalistes que dans AutoCAD, AutoCAD ou ZWCAD et GeoJXFR. Je vais refermer ça. Les objets 3D sont ici issus de SketchUp, donc effectivement plus réalistes que ce qu'on peut avoir par ailleurs. Donc, je vais mettre, pourquoi pas, un arrêt de bus, mobilier urbain. Alors ici, vous en avez un, je le glisse et je le pose. Et en fait, il se cale automatiquement sur le modèle numérique. Donc, il me suffit ensuite, par un simple clic gauche et droit, de le tourner, si j'en ai envie. Hop là, oui, mais en droit, quand même. De le repositionner si mal placé, hein, c'est très simple. Je peux le dupliquer si je veux. On va mettre quand même des personnages pour rendre ça un peu vivant. Alors, on a des filles de la Redoute dans notre bibliothèque. On ne se promène pas tous comme ça, hein, je préfère le préciser. Mais... Bon, elle ne regarde pas celle-ci. Et pour finir, je peux mettre un petit bus quand même, peut-être. Véhicule. Je vais trouver un bus ici. Alors, il est un peu gros pour l'instant, mais je vais le positionner un peu mieux. Donc, rotation. Voilà. Là, il écrase la petite dame, donc je vais le replacer. Voilà. D'accord. Donc, si je tourne un petit peu autour, vous voyez ce que ça donne. Et pour finir, donc évidemment, il y a encore plein de choses qu'on peut placer. Hein. On aurait pu aussi mettre de la signalisation au sol qu'on n'a pas ici pour mettre les arrêts de bus, les passages piétons. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter encore. Et ce que je voudrais vous montrer pour finir, c'est la création d'un film très rapidement hein, de présentation. Donc, je passe pour ça dans la création des trajectoires. Je peux en créer autant que je veux. Et à chaque fois, il va m'envoyer dans GeoJXFR pour me demander où est la poligne de trajectoire que j'ai préparée ici. Je vais indiquer que je mets à 2,50 m au-dessus du sol, parce que je suis très grande. Je peux en créer plusieurs, là je vais en créer une seule, et je peux la visualiser par cette icône ici. Alors on va faire du 20 km/h, c'est pas moi là, hein, c'est pas moi qui marche. Et donc on passe dans le bus qui est un petit peu vide, et voilà, on fait notre petite balade dans le lotissement. On peut gérer le ciel, on peut gérer les ombres portées au sol, ce qui rendra encore ça plus réaliste, hein, et puis mettre, si on a mis des symboles de maison aussi, ou des objets SketchUp, avoir vraiment des maisons plus réalistes aussi que ça. Et voilà, je termine ma présentation. Donc, je vais rendre la main à Alain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Catherine. Je reprends juste la main un instant et puis on passera aux questions-réponses. Juste quelques mots. Donc, je précise que GeoJXFR, comme tous les nouveaux produits GeoMedia, fonctionne avec clé électronique. Hein. On ne fonctionne plus avec des clés USB. L'idée étant d'éviter tous les soucis liés aux pertes, casses, clés de licence, de pouvoir beaucoup plus facilement passer une licence
d'un utilisateur à un autre, en mode réseau par exemple, même si on est sur des sites séparés sans avoir besoin de mettre la clé dans une enveloppe et l'envoyer. On travaille sur un espace client pour pouvoir encore améliorer les choses, à la fois en gestion des licences et puis avoir un vrai espace client pour pouvoir visualiser toutes les formations qu'on a pu faire, s'inscrire à d'autres, revoir des vidéos, enfin, plein de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Quelques mots quand même sur l'aspect commercial. Donc, GeoGex FR, comme tous les produits Géomédia, est proposé soit en location, soit en perpétuel. On continue de proposer les deux modes, locatif ou perpétuel, locatif 1 an, locatif 3 ans. En prix public, on va être sur du locatif à 1 390 € par an et par licence. En perpétuel, on va être à 3 600 € à l'achat avec un contrat de service associé à 610 € dès la deuxième année, par an et par licence. Et puis une offre Switch qui nous permet encore, au moins jusqu'à la fin de l'année, de pouvoir transformer en fait un Covadis qui est sous contrat de maintenance en GeoGex FR. Là aussi, soit en locatif, on va être à 900 € par an et par licence au lieu de 1 390 €, soit en perpétuel, où on va acheter à 1 950 € au lieu de 3 600 € et associé à un contrat de service, là aussi à 610 € par an. L'offre Switch, c'est donc la transformation d'un produit Géomédia sous maintenance en GeoGex FR, associé à un engagement 3 ans, 3 ans de locatif, ou le contrat de service sur l'année N+1, N+2. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de précision. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc sur GeoGex FR, version 2. On retrouve donc tout ce que vous connaissiez dedans. On a rajouté sur votre demande des fonctionnalités liées au profil en long, profil en travers, visualisation 3D, ce genre de choses. On continue évidemment de travailler à la fois sur les fonctionnalités et sur le moteur, bien entendu. On fera évoluer au fur et à mesure. On peut passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées. Alors, on va regarder un petit peu dans l'ordre. Alors, à partir d'un levé d'intérieur, on fait des polylines dans des contours de pièces et des natures des différentes pièces. Le logiciel était capable de faire des tableaux de surface simples. On sait faire des tableaux de surface à partir de polylines. Ça existe déjà en allant lire des textes qui sont écrits à l'intérieur. Listing de surface, ça s'appelle? Oui, c'est ça, listing de surface, exactement. Ensuite, on nous demande de… Non, le module 3D permet-il de calculer des volumes entre MNT? Non, il n'y a pas de calcul de cubature dans GeoGex. Ce qu'on a rajouté, c'est vraiment l'aspect profil en long, profil en travers, coupe. C'était des demandes. Et puis, on en a profité pour rajouter les mises en 3D et TeraVision. La version 2 sera-t-elle compatible avec ZW4 2021 ou 2022? Non. En fait, un ZW4, pour l'instant, 2021-2022 ne fonctionne pas avec GeoGex FR. On attend toujours de leur part qu'ils fassent les correctifs nécessaires. Tout fonctionne dans ZW4 de 2020. Dès qu'on a installé GeoGex, même la première version de GeoGex sur ZW4 2021 ou 2022, ça ne fonctionne pas. Donc, on leur a demandé quelle modification on avait faire. On est toujours en attente de leur part. Des modifications, normalement, là, on devrait avoir une version en début d'année qui fonctionnera directement sur ZW4 2022. Après, mais pour l'instant, on reste sur 2020. Je me permets d'ajouter que pour les problèmes, j'ai une question, vous résolvez les problèmes de ZW4. En fait, on est en lien avec eux en permanence. Donc, on regarde un petit peu ce qui ne va pas, on essaie de trouver des solutions. Après, c'est de leur côté comme d'une autre qu'il faut que ça évolue. Donc, on est en lien avec eux. Ensuite, pour les plans de vente par assistant, peut-il reconnaître des étiquettes à la place des textes? Je ne sais pas, Catherine. Non, ce sont des textes, uniquement des textes. OK, donc éventuellement réfléchir dans les évolutions. Si c'est des étiquettes, on va le noter. On dit que la démo de Catherine est trop bien parce que les fichiers fonctionnent trop bien. Dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. À quand une formation spécifique? Alors, des formations, c'est quand vous voulez. Les formations, en fait, on peut prévoir des formations spécifiques même à la demi-journée à distance via Teams. On en fait énormément. Donc, on peut prévoir des demi-journées de formation sur des thèmes très spécifiques. Par exemple, sur le plan EPV de bornage, bien entendu, il suffit de revenir vers nous pour pouvoir caler ce genre de choses. La nouvelle version est-elle téléchargeable dès maintenant? Non, on va vous prévenir dès qu'elle est
dès qu'elle est en téléchargement, hein. J'attends simplement la validation du support technique pour me dire que c'est OK. Et normalement, très rapidement, on devrait pouvoir la télécharger, mais bien entendu, on va communiquer dès que c'est le cas. Pourquoi pas de formation complémentaire? Ben, si, on fait des formations, encore une fois, sur les thèmes que vous souhaitez, hein. On fait des formations comme vous le souhaitez, un plan de vente, plan de bornage, PV de bornage. Ça peut être des formations d'une journée, ça peut être des formations de demi-journée. Par contre, c'est des formations à distance, hein, via Teams. Alors, pouvons-nous manipuler des nuages 3D? Non, parce que ZWCAD ne le permet pas. Par contre, si vous êtes sur AutoCAD, bien sûr, on pourra travailler sur des nuages de points. Donc, ça, c'est vraiment lié au moteur. Encore une fois, c'est pour ça qu'on travaille sur d'autres moteurs que sur ZWCAD, hein. Il en existe plein. BricsCAD en est un, mais il y en a d'autres qui peuvent utiliser les nuages de points. Donc, c'est pour ça qu'on ne reste pas forcément uniquement sur ZWCAD, même si je pense que ZWCAD, alors qu'il est, répond très bien à la demande, à la fois en termes de fonctionnalité et d'interface. Mais on continue de réfléchir et de développer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire le passage d'un moteur à un autre, hein, c'est pas juste du copier-coller. Quand on a voulu créer GeoFoncia au départ, qui s'appelle maintenant GeoJX FR sur ZWCAD, ça a pris 2 ans de développement parce qu'on repart pratiquement d'une feuille blanche, hein, pour tout réécrire. Même si visuellement, c'est la même interface, le développeur, lui, ne dit pas la même chose, quoi. Donc, développer sur un autre moteur, type, par exemple, BricsCAD, de la même façon, ça demande du… Ça demande du développement en fait, du moteur qu'on vient choisir. Quels sont les liens abordés avec les ERP type Modulo Evergreen? Ça, je laisse Catherine qui est en contact avec… Alors, en fait, on a vu avec eux comment ils récupéraient les informations du SPDC, et on a vu aussi que vous les remaniez souvent. Donc, vous les mettiez à jour quand ce n'était pas le cas, etc. Et donc, le but, c'est de récupérer, au lieu que dans PV de bornage, on récupère, nous, les informations du SPDC, que vous les retransformiez encore une fois, c'est de récupérer les infos directement via les données que vous avez entrées dans leur logiciel à eux, et qu'on les récupère. Après, on n'a pas encore exactement la démarche, parce qu'il faut qu'on mette en place des services, hein, etc. Donc, c'est à l'étude, hein. On a commencé à regarder ça en fin d'année dernière, en début d'année, et puis en fait, ils font évoluer en fait leur logiciel pour que nous, on puisse attaquer les données directement chez eux. Donc, je n'ai pas encore de date à vous donner, hein. Mais ça se met en place petit à petit. La licence GeoFoncia peut-être migrer vers GeoJX FR? Oui, bien entendu, hein. C'est juste la mise à jour. Il suffit de le demander, hein. Vous récupérez GeoJX FR, bien entendu. Y aura-t-il une mise à jour qui prendra en compte les transparences de tracé? Clairement, c'est un souci ZW4. Donc, dès qu'ils sont en mesure de pouvoir récupérer GeoJX FR sur ZW4 2021 ou 2022, ça sera résolu. Alors, pouvez-vous détailler la proposition Switch? Donc, la proposition Switch, encore une fois, c'est très simple, hein, c'est la possibilité de transformer un Covadis, par exemple, qui est sous contrat de maintenance, en GeoJX FR. Le but est de dire, voilà, moi j'ai un Covadis, je veux le transformer en GeoJX FR, soit je passe en mode locatif, soit je passe en perpétuel. Si je passe en locatif, ça va me coûter 900 € par an et par licence. Si je passe en perpétuel, ça va me coûter 1 950 € pour transformer le logiciel. Et ensuite, 610 € l'année N+1 et l'année N+2. Puis ensuite, l'année N+3, vous prenez ou pas le contrat de service. C'est juste un engagement sur 3 ans pour transformer un Covadis qui est sous contrat de service. Avez-vous également des contacts avec Geoprod? Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a 4 en fait. Je n'avais pas cité Geoprod, mais oui, bien sûr. Pas de souci. Récupérer les titres de propriété saisis dans l'ERP. Bon, on n'a pas finalisé encore. Mais on va essayer de récupérer le maximum de données que vous y entrez vous, hein, pour que vous n'ayez pas à ressaisir 2 fois les choses. Donc, il faut qu'on discute un peu plus avec eux, mais ils avancent leur logiciel aussi de leur côté pour qu'on puisse récupérer plus de données. Alors, il y a aussi M. Valentin qui nous parle de problèmes de sélection sous ZWCAD. Alors, effectivement, il y a deux variables à désactiver. Je ne les ai plus en tête là, mais je pourrais vous les donner pour que ça aille un petit peu mieux. Après, ils sont au courant, donc pareil, hein, on essaie de travailler pour améliorer les choses.
Il faudra que je vous mette les variables en question à désactiver pour que la sélection se passe mieux dans ZWCAD. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Écoutez, il nous reste à vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. On vous avertit très vite pour la disponibilité de la version 2 de GeoGXFR pour ceux qui ont déjà la version 1 pour pouvoir récupérer les mises à jour. N'hésitez pas à revenir vers nous, quelles que soient les questions. De toute façon, vous avez donc à l'adresse webinar@geo-media.com. On répondra à toutes vos questions. Merci à vous. Rendez-vous à un prochain webinaire. Bonne fin d'après-midi. Ou une prochaine formation. Ou une prochaine formation pour Catherine. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.